le banquet, ou de l'amour, genre moral. Apollodore, un de ses amis. Apollodore, j'ai le sentiment d'être sur le sujet dont vous êtes curieux, tout à fait bien préparé. L'autre jour, en effet, je me trouvais à monter vers la ville, venant de chez moi, à Phalère, lorsqu'un de mes familiers, par derrière, me reconnut et se mit de loin à m'appeler, donnant en même temps un tour plaisant à son appel. « Voilà, citoyen de Phalère, disait-il, le nommé Apollodore, tu ne m'attends pas ?» Et moi, je me suis arrêté pour l'attendre, alors lui de me dire « Apollodore, vrai, j'étais à l'instant en train de te chercher, je voulais une information complète sur la réunion d'Agathon, de Socrate, d'Alcibiade, de tous ceux encore qui, à leur côté, furent cette fois les commensaux du souper, et concernant ce que disaient les discours d'amour qu'on y tint. Quelqu'un d'autre, en effet, m'en a fait un récit pour avoir entendu Phénix, le fils de Philippe, et il m'a dit que tu étais au courant, toi aussi. Mais ce n'était pas cela, et il n'était pas à même de rien dire de précis. Aussi est-ce de toi que j'attends ce récit. Personne n'a plus de droit à rapporter les propos de ton ami. Et tout d'abord, dis-moi, ajouta-t-il, est-ce que toi, tu assistais ou non à cette réunion ? Il m'a tout à fait l'air, dis-je à mon tour, de ne t'avoir rien raconté de précis, ton narrateur. Autrement jugerais-tu l'époque où eut lieu cette réunion sur laquelle tu m'interroges assez récente pour que j'aie pu y assister moi aussi ? Ma foi, oui, je le pensais. Où prends-tu cela, Glaucon, repartis-je ? Ne sais-tu pas que voilà nombre d'années qu'Agathon est absent d'ici et que pour ma part, depuis que je fréquente assidûment Socrate, depuis que j'ai à cœur de connaître chaque jour ce qu'il aura dit ou fait, il ne s'est pas encore écoulé 3 ans. Jusqu'alors, je vaguais de ci, de là, à l'aventure, je croyais être bon à quelque chose, et j'étais plus misérable que personne. Autant que toi à cette heure, toi qui t'imagines que n'importe quelle occupation est préférable à la philosophie. Et lui, ne te moque pas, dit-il. Apprends-moi plutôt quand eut lieu cette réunion. Quand nous étions encore enfants, lui répondis-je, au temps où sa première tragédie valut à Agathon la victoire, et le lendemain du jour où il avait offert son sacrifice de victoire en compagnie de ses Coreutes. Dans ce cas, répliqua-t-il, la chose est fort ancienne à ce qu'il semble. Mais alors qui te l'a raconté ? Est-ce Socrate en personne ? Oh, non, par Zeus, repartis-je, mais celui-là même qui la raconta à Phénix, c'était un certain Aristodème. Du dème qui d'Athénéon, un petit homme qui était toujours nu-pied. Il avait assisté, lui, à la réunion, en amoureux de Socrate qu'il était, et, si je ne me trompe, un des plus fervents parmi ceux de l'époque. Non pourtant que depuis je n'ai posé quelques questions à Socrate lui-même sur ce que je tenais du personnage en question, et il convenait que tout était bien comme celui-ci me l'avait raconté. « Hé, quoi, dit-il, ce récit, ne me le feras-tu pas ? Aussi bien le chemin qui mène à la ville est-il fait exprès pour des conversations entre promeneurs. » Voilà comment, tout en marchant, nous devisions ensemble de ces choses. Si bien que, c'est ce que je disais en commençant, je suis à leur sujet tout à fait bien préparé. Étant dès lors admis que je vous doive à vous aussi ce récit, c'est forcé, il faut que je m'exécute. J'ajouterai qu'en effet, il y a pour moi d'ailleurs à parler moi-même de philosophie aussi bien qu'à en entendre parler par d'autres, et abstraction faite de l'utilité que j'y crois trouver,
une incomparable jouissance. Il est au contraire d'autres propos, les vôtres surtout, ceux des gens riches et des hommes d'affaires, qui à moi me pèsent lourdement. Et je vous prends en pitié, vous mes compagnons, de vous imaginer être bon à quelque chose, tandis que vous n'êtes bon à rien, et peut-être à votre tour me tenez-vous pour infortuné. Et je le crois, vous croyez être dans le vrai. Mais moi, en ce qui vous concerne, je ne le crois pas. Je le sais, et très bien. L'ami, tu es toujours le même, Apollodore. Toujours tu dis du mal de toi-même comme des autres. Et j'ai idée que pour toi, tous les hommes sont absolument misérables, à l'exception de Socrate. Tous, à commencer par toi en personne. D'où alors a bien pu te venir le surnom de tendre que tu portes? Ma foi, je n'en sais rien, hein, car en tes propos, telle est toujours ton humeur sauvage envers toi-même et envers les autres, à l'exception de Socrate. Apollodore. Vraiment oui, mon très cher. Essaie évidemment de penser de la sorte, sur mon propre compte comme sur le vôtre, qui fait de moi un fou, un homme qui a perdu le sens. L'ami. Il ne vaut pas la peine, Apollodore, de nous quereller là-dessus à présent. Tu sais ce que nous t'avons demandé, ne te dérobe pas. Raconte-nous plutôt quels discours furent tenus. Apollodore. Eh bien, voici quels furent à peu près les discours en question. Mais il vaut mieux, en prenant du commencement le récit même d'Aristodème, essayer à mon tour de le refaire à votre intention. Voici son histoire. J'avais rencontré Socrate bien lavé, des sandales aux pieds, chose qui n'était pas ordinaire. Je lui demandai où il allait pour s'être fait si beau. « Souper chez Agathon », me répondit-il. Hier, en effet, à la cérémonie de sa victoire, je lui ai brûlé la politesse par crainte de la foule. Mais j'ai accepté pour aujourd'hui d'être son hôte, d'où ces embellissements de ma toilette. Il faut être beau quand on se rend auprès d'un beau garçon. Dis donc, ajouta-t-il, que penserais-tu, toi, de venir sans invitation à ce souper? Je répondis, ainsi parlait Aristodème, que je ferais comme il me dirait. Eh bien alors suis-moi, dit-il, et nous aurons ainsi trouvé moyen de faire mentir en le modifiant le proverbe qui veut, comme on sait qu'au festin d'Agathon, non, des gens de bien, ceux qui sont aussi gens de bien aillent de leurs propres mouvements. Il est vrai qu'Homère risque fort, en effet, de ne pas l'avoir fait seulement mentir, mais de l'avoir bafoué, ce proverbe. Car, tandis qu'il fait d'Agamemnon un homme supérieurement habile aux choses de la guerre, et de Ménélas par contre un guerrier sans nerfs, cependant au repas que donne Agamemnon, après la célébration d'un sacrifice, c'est sans invitation qu'il y a fait venir Ménélas, lui, le moins bon, au festin du meilleur. À quoi je répliquai, me disait Aristodème, en ce cas, il y aura là pour moi aussi un risque probable, non pas celui que tu dis, Socrate, mais comme chez Homère, celui d'aller, moi homme de rien, au festin d'un savant personnage sans y avoir été invité. Vois donc ce que tu devras dire, toi qui m'y mènes, pour te justifier. Car moi, je refuserai de convenir que c'est sans invitation que je suis venu, mais bien sur ton invitation à toi. En allant à deux de compagnie, dit-il, l'un doublant l'autre, nous délibérerons sur ce qu'il y aura pour nous lieu de dire. Eh bien, marchons donc. Tel avait été en gros, contait Aristodème, leur conversation quand ils se mirent en marche. Sur ces entrefaites, Socrate, s'étant en quelque façon pris lui-même chemin faisant pour objet de ses méditations, était demeuré en arrière. Comme je l'attendais, il m'enjoignit de continuer à avancer. Quand je fus à la maison d'Agathon, j'en trouvai grande ouverte la porte, et j'eus là, disait-il, une plaisante aventure, car tout aussitôt, de l'intérieur vint à ma rencontre un domestique qui me mena
où étaient installés les convives que je trouvais déjà sur le point de souper. Dès qu'Agathon me vit, il s'écria « Aristodème, tu arrives au bon moment pour souper en notre compagnie. Si tu as eu pour venir un autre motif, remets cela plus tard. Aussi bien t'ai-je cherché dès hier pour t'inviter, mais il m'a été impossible de t'apercevoir. Eh bien, mais... Et Socrate, tu ne nous l'amènes pas ?» Alors je me retourne et me disait Aristodème, « Nulle part, je ne vois Socrate à ma suite. » J'expliquais donc que justement c'est avec lui que moi j'étais venu et invité par lui à souper séant. « C'est parble fort bien de ta part, dit Agathon. Mais où diable est notre homme ?» Il s'avançait tout à l'heure derrière moi, et moi aussi je me demande avec étonnement où il peut bien être. Sur ce, poursuivait Aristodème, Agathon s'adresse à un serviteur. « Tout de suite, tu vas te mettre en quête de Socrate et l'amener jusqu'ici. Quant à toi, Aristodème, prends place sur ce lit auprès d'Eryximaque. » À ce moment, comme un domestique s'occupait de ses ablutions pour lui permettre de s'étendre, il en arriva, disait-il, un autre, avec cette nouvelle que le Socrate demandé avait pris pour retraite le vestibule des voisins et qu'il y était tout droit planté. « Malgré mes appels, il refuse d'entrer. »« Quelle absurdité me comptes-tu » s'écria Agathon. « Vite, tu vas l'appeler encore et ne pas le lâcher. » Je pris alors la parole, racontait Aristodème. « Pas du tout, dis-je. Laissez-le plutôt en paix. C'est en effet une habitude qu'il a de s'isoler parfois, ainsi, et de rester planté à l'endroit où il lui arrive de se trouver. Mais il viendra tout à l'heure, à ce que je crois. Ne le troublez donc pas et laissez-lui la paix. » Eh bien, qu'il en soit fait ainsi, puisque tel est ton avis réparti, paraît-il, Agathon. Quant à vous autres valets, faites-nous dîner, toujours vous servez ce qu'il vous plaît quand il n'y a personne pour vous surveiller. Ce que pour mon compte je n'ai jamais fait. Mettez-vous donc pour l'instant dans l'idée que c'est vous qui m'avez prié à souper, moi et les compagnons que voici, et soignez-nous de façon à mériter nos éloges. Là-dessus, poursuivait Aristodème, nous nous mettons à table, mais Socrate n'apparaissait pas. Aussi Agathon voulut-il à plusieurs reprises l'envoyer chercher, ce dont je l'empêchai. En fin de compte, le voici qui arrive avec moins de retard que de coutume, et pourtant peu s'en faut, quand on en était déjà au milieu du souper. Alors donc, disait mon narrateur, Agathon, qui se trouve être en effet tout seul au lit du bout, « Ici, Socrate, cria-t-il, viens prendre place à mon côté pour que, à ton contact, je fasse aussi mon profit de la savante découverte qui s'est, dans le vestibule, présentée à ton esprit, car manifestement tu as trouvé ton affaire et tu la tiens, tu ne serais pas parti avant. » Et voilà Socrate qui s'assied en disant « Quel bonheur ce serait, Agathon, si le savoir était chose de telle sorte que, de ce qui est plus plein, il pût couler dans ce qui est plus vide, pourvu que nous fussions, nous, en contact l'un avec l'autre, comme quand le brin de laine fait passer l'eau de la coupe la plus pleine dans celle qui est plus vide. Si c'est ainsi, en effet, que se comporte pareillement le savoir. J'apprécie hautement le fait d'être auprès de toi sur ce lit, car j'imagine que, partant de toi, beaucoup de beau savoir viendra m'emplir. Le mien, vois-tu, a toute chance d'être un maigre savoir, si même il n'est pas, tel un rêve, d'une réalité discutable. Le tien est éclatant et capable de se développer amplement, puisque dès la jeunesse il a rayonné de toi avec pareille puissance, et qu'avant hier, il a eu pour témoin de sa manifestation plus de 30 000 d'entre les Grecs. « Socrate, tu es un insolent, dit Agathon. Aussi bien du reste, nous ne tarderons guère à introduire, toi et moi, une revendication de nos droits en fait de savoir. Et c'est au jugement de Dionysos que nous aurons recours. Mais pour l'instant, c'est à prendre part au souper que tu as tout d'abord à penser. »